Salut Chalao. Salut Toff, salut Geronimo. Salut Chalao, salut Toff. Donc la dernière fois, on avait parlé un peu d'un duo de films qui étaient deux très grands films, donc qui étaient Le Salaire de la peur et Sorcerer. Et donc on s'était dit, on avait réfléchi un petit peu sur quel duo de films on pouvait discuter. Et on s'était dit Les Nerfs à vif, version 62, et Les Nerfs à vif, le remake, version Scorsese en 92, il me semble. Donc, on les a revus. Je sais qu'on les a revus tous les trois. Pour commencer, en fait, celui de 62, est-ce que Shallow, tu pourrais nous parler un petit peu du réalisateur et du pitch du film? Oui, donc Les Nerfs à vif, c'est un film de Jack Lee Thompson, un réalisateur anglais qui avait déjà près de 48 ans à l'époque, 62, il était plus tout jeune. Et c'est un bon artisan anglais, mais qui bossait à Hollywood, que j'aimais bien. Il avait fait déjà son premier film connu l'année précédente, Les Canons de Navarone. Je pense que c'était un beau petit succès, 61. Il fera par la suite, dans les années 60, un western que j'aime bien aussi, Lord McKenna. Là, tous les films que j'ai cités, il y a Gregory Peck qui joue avec d'autres vedettes. Et puis Jack Lee Thompson, par la suite, encore plus âgé d'ailleurs, il fera 9 films avec Charles Bronson dans les années 70-80, dont des séries B tout à fait plaisantes, comme L'Enfer de la violence, début des années 80. Et en tout cas, Les Nerfs à vif, ça reste, peut-être surtout aux États-Unis, son film le plus réputé pour moi. Et donc, c'est tiré du roman Un monstre à abattre de John D. MacDonald. Et donc, ce film de 62, le synopsis: Max Cady, Robert Mitchum, après avoir purgé une peine de prison pour agression sexuelle, se met à harceler l'avocat, incarné par Gregory Peck, et sa famille, car il tient cet avocat pour responsable d'avoir fait faire de la prison. Et ça donne un vrai suspense. Ce film de 62, je l'avais pas vu à l'origine. Je pense que toi non plus, Jérôme, hein, tu m'avais dit que tu l'avais pas vu à l'origine. Je le connaissais pas, moi je connaissais que le film de Scorsese de 91. Mais j'avoue, en le voyant, j'ai plutôt été plutôt satisfait du film. J'ai passé un bon moment, même si je connaissais l'histoire, même si, comme vous le dites très bien tous les deux, il y a des différences entre les deux, mais n'empêche que j'ai passé un très bon moment en regardant dessus. Ça fait toujours plaisir de voir des films de cette époque, et surtout avec des acteurs de ce calibre. Moi, en ce qui me concerne, donc le film de 62, je l'avais pas vu, donc là, je l'ai découvert. J'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus marquant pour plusieurs raisons. Donc le film est bien, c'est un très bon film qui est bien réalisé, sans plus, sans être, sans effet non plus waouh quand on le voit. Il y a quand même deux acteurs qui sont très très charismatiques, hein, Robert Mitchum et Gregory Peck. J'avoue qu'en le découvrant, je me suis dit que pour l'époque, il y avait quand même une grosse recherche de se rapprocher d'Alfred Hitchcock, et pas seulement par le fait que Bernard Herrmann, le célèbre compositeur d'Hitchcock, a composé une musique qui est, à mon avis, ça on y reviendra, mais qui est même largement supérieure à la qualité du film de 62. Il y avait quand même pas mal de références à Hitchcock avec, comme tu disais, Shallow, une montée, un suspense quand même bien mené, avec aussi la présence de, bon, ne serait-ce que Gregory Peck, qui avait tourné aussi avec Hitchcock dans le procès Paradine en 47. Je vous le dis tout de suite, hein, que je préfère quand même le procès Paradine au nerf à vif, même si en plus dans les deux, Gregory Peck incarne un avocat qui a un rapport un peu particulier avec les personnes qu'il défend, hein, comme dans le remake. Et puis aussi la présence de Martin Balsam, qui jouait 2 ans auparavant dans Psychose, qui faisait l'enquêteur qui est tué par, pour ne pas spoiler, on va dire, la mère de Norman Bates. Donc voilà, pour revenir au nerf à vif, j'ai trouvé que c'était un bon film qui lorgnait énormément du côté d'Hitchcock, qui avait pas forcément non plus une patte aussi fine et une réalisation aussi bonne que Hitchcock à sa meilleure époque. Mais comme tu dis, Jérôme, ça fait plaisir de voir un film de cette époque-là. Et puis, les 2 acteurs principaux sont pour moi absolument irréprochables, quoi.
Alors moi, pour moi, la mise en scène, bon, tu as dit, Toph, que toi, elle t'a pas non plus si marqué que ça. Moi, je trouve que la mise en scène dans ce film, elle est plutôt bien exécutée. Il y a quand même des fulgurances. Et c'est vrai là que tu viens de parler d'Hitchcock et du temps que tu expliqué un petit peu les influences d'Hitchcock. Moi, je pense à la scène quand la fille là, elle part, elle voit Max Cady au loin là, arriver vers elle. Elle sort de la voiture. Sa mère est allée faire des courses et elle se retrouve à l'école. Il y a tout le plan d'ensemble. Au début, un gros plan sur Max Cady, elle qui court, qui rentre dans l'école. Et après, on voit pas le visage de Max Cady. Et puis elle descend, je ne sais plus où elle va dans l'école, je pensais dans les sous-sols. Et tout d'un coup, elle est vers la fenêtre et on voit, hop, on voit juste le pantalon et la ceinture. Et hop, c'était le gardien, par exemple. Moi, je trouve que c'est une scène très réussie par rapport à l'intérêt du film, amener un suspense, des enjeux et une tension permanente. Il y avait aussi la scène d'intro quand Max Cady, Mitchum, arrive au procès, quand il monte l'escalier et toute la scène, on voit la caméra qui le suit, puis il y a la secrétaire qui fait tomber un dossier et qui ne prend même pas la peine de s'excuser ou de lui parler et qui rentre tout de suite dans la salle de procès. Je trouve qu'il y a quand même des idées de mise en scène dans ce film. Il y a quand même de l'ambition. Après, je reconnais que je pense de ce que j'ai vu des films de l'époque, même d'aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit non plus la mise en scène qui soit forcément l'ambition du film. Après, l'atmosphère, moi, je l'ai trouvée plutôt tendue, oppressante, mais je dirais parcimonieusement parlant, excusez-moi, ça dépend dans le film. Je trouve que des fois, c'est très bon, des fois, ça manque un petit peu de tension. Bon, après, c'est peut-être dû au rythme du film, mais par moments, je me suis pas vraiment senti aussi oppressé. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous. Non, pas à ce point-là. Oui, moi aussi, je trouve que c'est un film bien filmé. C'est un bon technicien qui a voulu faire peut-être son film le plus ambitieux, même si, bon, bien sûr, c'est un peu moins brillant que son maître Hitchcock, auquel il se réfère, hein, comme tu l'as dit, Toff. Mais oui, je trouve que c'est un film de genre bien mené. Et c'est un film, alors, au début des années 60, c'est un petit peu une période de transition. On est entre le classicisme de l'âge d'or d'Hollywood, avec deux acteurs qui étaient des stars hein, depuis l'âge d'or d'Hollywood, et aussi une certaine violence qui arrive, violence notamment psychologique, et le film est un thriller sombre pour l'époque, que je trouve malgré tout très réussi, hein, même si ça reste un film assez simple, linéaire dans sa narration, mais oui, je trouve que c'est un film avec j'aime surtout Mitchum dans le rôle de l'antagoniste, hein, je le trouve plus charismatique que Gregory Peck, qui est un héros bien comme il faut, qui n'a jamais été l'une de mes stars préférées, mais bon, il est tout à fait convenable. Je te rejoins totalement pour Robert Mitchum par rapport à Gregory Peck. Je trouve qu'il est dangereux et subtil dans le film, si tu vois ce que je veux dire. C'est ce qui se dégage. Il a un aura, un charisme. Dès les premiers plans, on n'a pas forcément besoin de l'expliquer, si vous voyez ce que je veux dire. Et par rapport à Gregory Peck, moi dans le film, je l'ai trouvé plutôt bon. Après, c'est toujours intéressant de voir qu'il joue en fait, c'est plutôt un héros qui est pas très sympathique, qui est plutôt antipathique. Il faut le reconnaître, hein, cet avocat, il est très antipathique malgré le fait qu'il ait quand même sauvé une jeune femme d'une agression sexuelle à cause de Max Cady, quoi. Mais n'empêche, ça reste quand même quelqu'un de pas très recommandable d'un point de vue humain, hein, je parle. Et aussi, ce qui est intéressant par rapport au rôle, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais par exemple sa famille, sa fille et sa femme, ils font vraiment un peu le stéréotype, je sais pas, de l'époque, on verra si c'est dans le contexte, une certaine famille américaine parfaite, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être on en reparlera pour le film de Scorsese, que je trouve qu'il y a une différence assez marquante entre les deux. Qu'en fin de compte, la mère, elle est très protectrice et vis-à-vis de sa fille aussi, elle a un côté très, très proche de son père et de sa mère. On sent vraiment qu'ils sont très unis, quoi. C'est peut-être un modèle qu'ils ont voulu mettre en place dans le film. En tout cas, ça se ressent. Et moi, je trouve par contre dans le film, c'est un point faible que j'ai remarqué, c'est que ça, j'ai pas trouvé ça extrêmement bon au niveau du développement des personnages féminins, quoi, de la mère et de la fille. Je trouvais ça trop parfait. Il n'y avait pas de paix de travers, quoi, dans leur rôle.
Bah, c'est sûr qu'à mon avis, c'est le reflet de l'époque et donc oui, bon, Scorsese va s'employer à démonter un peu tout ça dans son remake. Après pour le film en lui-même, oui, c'est un bon film, mais alors le problème, c'est que moi j'avais en tête un autre très, très bon film, où là Robert Mitchum, éclate tout, hein, c'est, La Nuit du chasseur. Qui est sorti en 55 et alors là, pour le coup, il incarne, vraiment un personnage encore plus inquiétant que dans Les Nerfs à vif, même si, je reconnais, effectivement, hein, les scènes où il apparaît au début et ça, tu as tout à fait raison, à son arrivée au tribunal, mais bon, j'ai envie de dire, c'est Robert fucking, Mitchum, quoi. Là, au niveau du charisme, bon, on peut pas dire grand-chose. Je trouve même que ce chari le charisme qu'il a, même si, j'adore, les acteurs, de la génération de Niro, je trouve que même dans le remake, quand on y viendra plus tard, mais quand il fait son apparition, Robert Mitchum en termes de charisme, puis je pense qu'il a une meilleure filmographie aussi que Gregory Peck. En tout cas, bon voilà, au niveau de l'histoire, oui, c'est assez convenu. C'est vraiment la famille, un peu comme il y a des maisons phénix, vous savez, les maisons types. Là, c'est un petit peu la famille type, américaine peut-être des années 60, très idéalisée et puis, oui, il fallait pas s'attendre à avoir, des images ou de personnages, féminins très forts. En même temps, voilà, on est en 62 donc je me dis quand même, malgré tout, si on se réfère à d'autres films du maestro, hein, qui sont sortis, avant, bon, je me dis voilà quand même, Psychose, c'est en 1960, c'est 2 ans auparavant et c'est en noir et blanc aussi, mais pour moi, c'est incomparable. C'est Les Nerfs à vif, je pense que c'est un bon film et je me suis même demandé, alors au niveau du box-office, si ça avait été un gros succès, mais pour moi, c'est un bon petit film qui méritait pas non plus, à mon avis, de marquer plus que ça et c'est intéressant de voir, pourquoi il y a eu un remake, si ce n'est que, effectivement, il y avait une tentative de toucher un peu du Hitchcock avec la partition de Bernard Herrmann qui est plus angoissante que les scènes du film, faut quand même le dire, hein, c'est bon. Voilà, le film est bien. J'avoue que les motivations du tueur, enfin du psychopathe, peuvent être quand même assez, moins bien expliquées dans le premier parce que bon, en gros, il accuse, Gregory Peck d'avoir dit la vérité, d'avoir témoigné contre lui, donc je vois pas bien où est le il y a pas le même dilemme moral et toute la complexité qu'il va y avoir dans le remake, plus tard. Et je voudrais rajouter un truc par rapport au rôle féminin, mais en fait, si, il y a un rôle fort dans le film. Bah, c'est l'escort girl, l'actrice, qu'il a croisée dans le bar. Et la scène qui m'a quand même assez marqué, quand il l'emmène en voiture et jusqu'à ce qu'il l'emmène dans la chambre d'hôtel. Et à un moment, on le voit, juste à un regard, on sait qu'il va être violent avec elle. Et juste avant qu'il la frappe et qu'elle crie, on voit les portes qui se ferment un peu, comme ça. Et après, en fait, c'est toute la force de la mise en scène, de pas montrer, de montrer sans montrer, quoi. Toute la violence de ce qu'il a dû lui faire. Et après, jusqu'à l'arrivée de l'enquêteur, joué par Telly Savalas, que je trouve très bon dans le film, malgré qu'il n'ait pas grand-chose à faire. Il apporte quelque chose à l'écran et dans son rôle, il est très juste. Et qui essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il témoigne contre lui. Et même l'avocat vient la voir pour lui expliquer. On voit toute la scène quand elle descend l'escalier et le regard un petit peu, pas flottant, mais un peu résilié de sa part, de se dire, de toute façon, je vais en prendre autant que j'ai pas envie de mourir pour ça, quoi. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais c'est vrai que c'est une bonne scène, assez marquante. C'est un film qui a oui, qui a quelques bonnes scènes, quelques qualités. Pour moi, ça reste, oui, en effet, un bon film, même le meilleur film, mais d'un bon réalisateur de cette époque-là, ouais. Femme forte, là pour le coup, je suis pas trop sûr parce qu'il y a la scène dans la voiture effectivement où elle lui tient tête, elle lui dit en fait qu'elle se rabaisse, mais bon après elle se fait quand même, salement amocher, donc elle a tellement peur qu'elle refuse de porter plainte. Mais oui, c'est truffé de bonnes scènes. Toute la séquence de fin, j'ai trouvé que c'était, même mieux, rythmé que dans le remake, mais ça on y reviendra, Mmh. plus tard.
Voilà, j'ai émé quelques réserves, c'est parce que voilà, dans les années 50, dans les années 60, il y a eu de très, très grands films par d'autres réalisateurs. Celui-là est très bon, mais voilà, c'est pas le plus marquant et si vous n'avez pas vu, La Nuit du chasseur, qui est bien plus ancien avec Robert Mitchum, là, ça fait vraiment très peur, hein. Donc c'est un film de Charles Laughton Mmh. avec, donc Robert Mitchum qui incarne, un pasteur, tueur en série, hein. Donc bon. Voilà, donc non, un bon film, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus, si ce n'est effectivement la bande originale signée Bernard Herrmann moi je continue à penser qu'elle est bien plus grandiose que le film. Je te rejoins aussi. Et par rapport à ce que j'ai dit pour le rôle tout à l'heure de la femme, c'est pas forcément un rôle fort, ce que je veux dire, de femme forte. Ça veut dire que dans le film, ils ont quand même pris le risque de donner un rôle aussi fort, tu vois, à jouer. Et c'est quand même intéressant par rapport peut-être au contexte de l'époque. C'est peut-être des choses plus difficiles à mettre en place dans le cinéma. Après, j'ai pas forcément vu tous les films de cette époque avec des sujets comme ça. En tout cas, je trouvais ça intéressant de le dire. Oui, oui, ça dans tous les cas, ça dénotait, effectivement par rapport au côté hyper lisse de la famille, de Gregory Peck. Voilà, exactement. C'est à ça que je pensais, en fait. Et par rapport à l'acting aussi, je trouvais que grosso modo, bah, celui qui sort du lot, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Robert Mitchum. Après, je dirais Gregory Peck, oui, mais moi, Telly Savalas m'a quand même pas mal marqué. Je sais pas si ça vous a fait l'effet, ce même effet. Ah, il est toujours très bon, oui. Bah, sa présence, quoi. Sa présence, quoi. Physiquement, le regard, la façon de jouer. Oui, aucun souci, il est toujours très bon et puis bon, par la suite, il a fait des trucs, Ouais. très marquants, Les 12 salopards, James Bond. oui, oui, non, non, Telly Savalas, Kojak. excellent. Oui, Kojak, d'ailleurs, oui. D'ailleurs, on dit d'ailleurs une coupe à la Kojak, hein, Exact. mais c'est peut-être ça justement qui m'a un petit peu frustré, quoi. Mais le problème sera le même dans le remake, hein, quand on va en parler à mon avis, au niveau de Bah, moi, la tu vois, c'est aussi un défaut du film, c'est-à-dire que Telly Savalas, un peu, moi, je trouve il dégage quelque chose, mais il joue le rôle, on en parlera après par rapport au remake, mais il joue le rôle de l'enquêteur. Mais quelque part, il est là, mais il est pas vraiment là, si vous voyez ce que je veux dire. Il agit pas vraiment, mis à part le final, et même le final, il se passe pas grand-chose avec lui, si je m'en souviens bien. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un personnage qui a peut-être fait remonter un peu tous les enjeux, tout ce que ça pouvait amener à la fin du film, quoi, pour la tension dramatique et de ce qui allait arriver. Et c'est vrai que pour moi, c'est dommage. bah, disons que c'est le pitch est bon, mais ce pitch-là, confié à un grand réalisateur, on est obligé de citer Hitchcock parce que voilà, il est cité, plein de fois dans le film. Donc dire ne serait-ce que par la musique de Bernard Herrmann, par, la présence, Balsam. Martine, Balsam et donc oui, il y a énormément, énormément de clins d'œil à Alfred Hitchcock, donc on est obligé de le citer et je suis quand même au regret de dire que, voilà, le réalisateur, il n'est pas de la trempe d'Hitchcock au meilleur de sa forme. Il y a parfois des petits manques de finesse, dans l'écriture, mais c'est un bon film, voilà. Encore une fois, souci de nanti comme dit, Chalao. C'est ta phrase là-haut. Bah oui. C'est un bon film, mais voilà, je me suis dit en le voyant, honnêtement, j'ai pas compris quelle était la matière à en faire un remake. Si ce n'est le faire mieux et d'ailleurs ça fera partie des choses que j'aurai à dire pour le remake. Et moi, pour finir sur ce film, je dirais qu'il y a quand même un côté un peu, si on voit bien un peu le début du film, l'arrivée de Max Cady, quand il arrive un peu dans la vie de l'avocat, de Sam Boden. Mais il y a un côté très, bon, il y a de sadisme qui va autour, hein, évidemment, mais il y a une part de fantastique dans ce film, je sais pas, il y a des plans, ça me fait penser un peu à de l'épouvante des films d'horreur, quoi. Il apparaît, il disparaît, il est là, il est pas là. Et moi, ça m'avait quand même assez marqué quand j'ai vu le film. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ça, en tout cas, pour le rendre encore iconiser encore plus, bah, le danger, que représente, Max Cady, quoi. Un très bon film, mais voilà, pas au niveau pour moi des meilleurs, thrillers de l'époque. Ouais, c'est certain. Mmh. Ah bah, vous avez vu ça, le thriller Ouais, et Michael Jackson, je pensais à ça. ah bah oui, bah moi aussi, hein. Excusez-moi.
presque 30 ans, plus tard. Donc bah, à l'origine, ouais, c'est Spielberg qui décide de faire un remake de ce film-là. Il préfère, pour la réalisation, lui, se concentrer sur, un petit film qui est La liste de Schindler. Et donc a priori, il tanne, Martin Scorsese pour, qu'il réalise le film. Et donc Scorsese va faire un remake, donc Les Nerfs à vif, hein, titre très original par rapport, à l'original, qui sort, donc en 92. Et bon, au niveau du pitch, il y a quand même de grosses, différences au niveau de la motivation de Max Cady, qui garde le même nom, dans ce remake. Donc le pitch: Max Cady, qui est incarné par Robert De Niro, sort de prison à l'issue d'une peine de 14 ans suite, à une mauvaise, défense, de son avocat. Et donc en sortant de prison, il va à nouveau, comme dans l'original, harceler, et là même de façon beaucoup plus marquée, l'avocat, dans la mesure où là, pour le coup, l'avocat a une responsabilité directe dans le fait qu'il ait passé autant de temps en prison, parce qu'il a caché des éléments sur la victime qui auraient pu, diminuer la peine de Robert De Niro. Donc pendant son emprisonnement, Robert De Niro, a cultivé à la fois son corps, en faisant des pompes et puis en faisant énormément de sport, et c'est aussi, un cultivé tout court, en passant quasiment d'un analphabète à, quelqu'un qui est, vraiment pointu, dans le droit. Donc il sort de prison, il va retrouver donc, l'avocat qui est ici incarné par Nick Nolte. Et donc tout le reste du film, bah, ça va être du harcèlement, mais à mon avis, je sais pas ce que vous en direz? Je vais rajouter de ce que je me souviens, c'est que je crois qu'il a été arrêté pour viol et voies de fait auprès de mineurs, je crois, à De Niro. Donc, et je sais que ça a son importance par rapport à la suite du film. Alors c'est vrai que ce remake, alors oui, on ne sait pas si c'est le projet de Scorsese ou de Spielberg comme tu l'as dit, mais en tout cas, on voit que ça se veut clairement un hommage à l'original, puisque dans ce remake, on a des apparitions dans des rôles différents, plus secondaires bien sûr, de Gregory Peck, de Mitchum et même de Martin Balsam. Et puis on a aussi la musique de Bernard Herrmann qui est reprise et réorchestrée par Bernstein. Mais en effet, ce remake, ce qui est intéressant de remarquer, c'est surtout les différences avec l'original, notamment l'avocat et sa femme et sa fille, qui sont des personnages plus développés hein, que l'original. Donc l'avocat, donc c'est Nick Nolte. En fait, on apprend assez vite qu'il avait fait volontairement disparaître un document afin que Max Cady n'ait pas de circonstances atténuantes et fasse plus de peine de prison, si j'ose dire. Et notamment, c'est ça qui va faire quelque chose qu'on n'a pas dans l'original. Il y a une évolution psychologique du héros, l'avocat, qui a cette mauvaise conscience qui le tenaille tout le long du film, puisque De Niro va lui rappeler qu'il a quand même commis une erreur de déontologie d'avocat, si j'ose dire. Donc le héros, Nick Nolte, il a une zone grise, il est plus tourmenté que le héros de l'original. Et d'ailleurs, vers la fin, il avouera dans la scène finale, il avoue à De Niro qu'il avait enterré ce rapport afin de lui nuire. Donc il y a ça c'est un aspect qui est un peu plus intéressant. Et puis de manière plus secondaire, oui, j'ai dit que la femme et la fille sont des personnages un peu plus développés. C'est des personnages qui existent un petit peu que les personnages tout à fait tertiaires de l'original. On a Jessica Lange qui est quand même une grande actrice qui joue l'épouse et on voit qu'elle travaille un petit peu dans la publicité, je crois. Hein, elle bosse sur un logo ou un slogan, je ne sais plus exactement. Et puis sa fille, incarnée par Juliette Lewis, on va forcément sûrement parler qui a une ou deux scènes assez marquantes dans ce film-là. Ouais, la scène où elle embrasse De Niro, tu veux parler par exemple. Ouais, 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 tu veux développer Bah, pour moi, c'est une scène assez marquante du film. C'est par rapport, parce qu'en fait, ça démontre aussi quelque part, bah, que cette famille est complètement déstructurée. Entre Nick Nolte, donc le père, avocat, et sa femme, on sent qu'à travers, leur vie au quotidien avec leur fille, qui se sont, on va dire, je pense qu'il y a coucherie et tromperie, hein, mais ça se passe pas très bien dans leur vie de couple. Et la fille, je pense qu'elle le ressent aussi. Et il y a aussi une part de manipulation qui a dû forcément déceler Robert De Niro. Et d'où aussi le fait qu'il s'est rapproché d'elle.
ce qu'on n'a pas vu dans le premier, par exemple, qui est complètement différent. Bon, ça, on en parlera après. Et moi, ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu as dit, Chalao, moi, il y a un truc qui m'a marqué quand même dans le film, moi, c'est la scène d'intro. Quand De Niro, il sort de prison, je sais qu'à un moment, on voit son corps tatoué, là, de dos, dans sa cellule, en train de faire des tractions, je crois. Et après, on le voit, je crois, sortir de prison avec le fracas de la porte, avec ce plan qui s'est rapproché, puis on commence à s'écarter, prendre de l'ampleur. Et tout d'un coup, on voit, il a je sais pas, il dégage une force un peu, bon, j'exagère peut-être le terme, mais surnaturelle. Et une détermination par rapport à ce qu'il a envie de faire. En tout cas, ses motivations. Mais par contre, il y a des choses bon, Scorsese, je pense qu'on va aussi en parler. Chez les films de Scorsese, il y a quelque chose qui domine beaucoup, c'est la religion. Elle est vraiment très présente, il y a beaucoup de références. Et dans ce film, j'en ai noté quand même pas mal. Les références que sort De Niro par rapport à la religion, quand il discute avec Nick Nolte, tous les moments où il discute avec d'autres personnages. L'histoire du tonnerre aussi, quand l'orage arrive vers la fin, il y a la rivière, le déluge. Je sais pas, c'est des images qui me parlent, quoi. Par contre, c'est vrai que la réalisation de Scorsese est très stylisée, c'est une évidence, ça se voit. On sent aussi que ce que j'ai trouvé intéressant aussi, j'en ai parlé, la dimension morale est très dominante dans le film. Moi, je trouve des fois un peu trop. Mais Nick Nolte aussi est très torturé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la déconstruction de la famille entre son rôle de père et de père de mari et aussi son rôle d'avocat. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant par rapport au rapport de force. Tout à l'heure, on a parlé un peu des rapports de force qu'avait, par exemple, Gregory Peck, qui lui était intervenu quand Robert Mitchum avait agressé une jeune fille. Et là, par exemple, c'est un vice de procédure qu'il a fait, parce qu'il a caché un document, donc c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est une erreur qu'il a fait en tant qu'avocat, une erreur professionnelle. Et c'est quelque chose dans la tête qu'il sait qu'il a commise. Et De Niro, il le sait très très bien. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il est très pointu au niveau de la loi. Qu'on peut retrouver aussi avec Mitchum. Et je dirais que la scène finale du film, pour moi, c'est quand même, je dirais quand même l'atout majeur du film. Tu m'enlèves la scène finale du film de Scorsese, je pense pas que je pense pas que je l'aurais autant aimé, quoi. Alors moi, je suis très féru de réalisation. J'ai adoré ce film quand je l'ai vu, en 92. Mais là, en le revoyant entre 2, disons que j'ai révisé mon Hitchcock, j'ai révisé mon De Palma et là, au niveau de la réalisation, je sais pas dans quel état il était, Scorsese. Mais si le premier, si de l'original était un peu du Hitchcock sous Lexomil, là, celui-là, c'est du Hitchcock sous cocaïne. Dans le sens où alors là, des plans hitchcockiens, il y en a, mais à fond les ballons. On dirait, du Brian De Palma qui aurait pris de la coke, hein. C'est-à-dire Brian De Palma emprunte beaucoup de la grammaire cinématographique d'Hitchcock, mais alors là, enfin là, c'est Monsieur Plus, Scorsese, hein. C'est-à-dire qu'il reprend la musique de Bernard Herrmann, qui est réorchestrée de façon encore plus grandiose. En générique, il prend, sol, basse pour, faire son générique, donc le gars qui faisait les génériques, des films de Hitchcock. C'est blindé de plans iconiques, notamment l'utilisation des doubles bonnettes. Il y a notamment une scène, mais je ne sais même pas si c'est un plan à double bonnette ou alors un autre, type Ouais. de truc, mais en fait, ouais, des astuces de réalisation, il y en a toutes les 2 minutes. Non, je te rejoins totalement pour la réalisation. C'est vrai que Scorsese, on sent qu'il s'est vraiment fait plaisir dans ce film. Sur les idées, sur les mouvements de caméra, les zooms, les dézooms. Je sais qu'il y a des plans. Le plan qui m'a marqué, là, quand on voit De Niro avec son visage sous la pluie, avec l'éclair sur le bateau. Même des plans quand on rentre à l'intérieur du bateau, quand on ressort. Non, non, mais je reconnais. Hein, pour moi, l'ambition de réalisation, pour moi, est quand même il a mieux réussi que le premier réalisateur du film original. Ah, je trouve aussi, hein, malgré tout, la réalisation est mieux, hein, ouais. Ah mais moi je trouve aussi. Alors je pense que, peut-être Scorsese quand il a vu l'original, il s'est dit: «Ah zut, c'est quand même pas du Hitchcock, ça aurait pu être mieux». Donc là, il a mis encore plus de morceaux d'Alfred dedans
et de son ami De Palma. Moi, il y a des moments dans le film, je me suis dit, mais Scorsese est en train de troller, quoi. À force de mettre des plans et des plans, et c'est magnifique, et c'est très, très bien réalisé. Il y a même aussi des fois, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, vous savez que j'adore Robert De Niro, mais il y a des moments dans le film, c'est plus too much. Là, on est au-dessus du too much, quoi. C'est tous les potards, on dirait un jeune à qui on a filé un ampli de guitare électrique, qui fout tous les potards à 11, quoi. C'est-à-dire que De Niro, dedans, il est brillantissime, mais c'est plus méchant qu'il est, c'est maléfique d'ailleurs. Même à la fin, avant Ouais. qu'il meurt, il y a toute une phrase qui dit à l'envers, donc on comprend bien que c'est quasiment un démon, hein, Moi, il mais m'a fait un peu penser au, tu sais, quand il joue le rôle du diable, film Angel Heart. Angel Angel Heart. Heart. Ah, mais complètement, hein. Par moment, quand plus le film avançait à la fin, j'avais vraiment l'impression de le revoir dans ce rôle-là, quoi. Ah, puis moi j'ai vu des clins d'œil à son copain De Palma, parce que c'est une bonne bande de copains. Je veux dire, Spielberg, De Palma, Scorsese, tout ça, c'est des mecs qui se connaissent, hein. Le plan où De Niro est en train de mater chez Nick Nolte avec son cigare, avec le feu d'artifice derrière, qui est une référence au. Blowout. Voilà, dans Blowout. Mais pour moi, honnêtement, alors j'adore ce film, hein, mais là, j'ai pas Scorsese, il était en mode troll. Il dit: «Ah, vous aimez bien quand on fait du Hitchcock, je vais vous en faire pire que De Palma, des références.» Et puis, bah, jusqu'à, voilà, un moment, le truc est complètement inutile dans le film, où quand même De Niro se déguise met une perruque pour se faire passer pour la femme de ménage, pour tuer notre ami, le détective privé, quoi. Bon, cette scène-là, si on la prend, on la regarde un petit peu comme ça, on peut se dire, mais c'est du troll, voilà, c'est excellent, mais tous les potards sont poussés au maximum, et malgré tout, alors je suis d'accord sur la dernière scène de fin. Par contre, la partie molle dans le film, quand ils partent justement le film, je pense, aura gagné peut-être à faire une demi-heure de moins. Il y a tout un développement qui, moi, m'a moins passionné. Et puis, bah, alors là, pour le coup, alors la famille type des années 60, là, entre un mari qui est quand même infidèle, une femme qui est quand même un peu névrosée, parce qu'à un moment, on comprend qu'ils s'engueulent, et, ils sont restés ensemble parce qu'il avait peur qu'elle se suicide. Une fille qui est limite, on se croirait dans Lolita, que voilà, dans un âge où les mois sexuels commencent à arriver. De Niro qui joue là-dessus, la scène, moi, qui je trouve hyper malaisante quand même, qui est absolument improvisée, ça j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Bah, toute cette scène-là où, dans le théâtre, c'est improvisé en fait, où De Niro met son pouce dans la bouche de Juliette Lewis, et qui le prend dans sa bouche, et il l'embrassade, tout ça, apparemment c'était complètement improvisé. Donc il y a quelque chose effectivement au niveau de la psychologie des personnages qui est beaucoup plus creusé que dans le premier, même si, je vous dis, j'adore, mais à la limite du troll. Ouais, je suis d'accord sur ouais, certaines réserves aussi. Alors, moi, pour moi, ça c'est ma scène préférée du film, cette scène, parce que justement, De Niro, je le trouve relativement fin dans cette scène où il est vraiment inquiétant et pervers, hein, la scène où il embrasse Juliette Lewis, hein, l'adolescente. Et c'est vrai que le film a un peu certains défauts qu'on avait déjà vus ou qu'on reverra après dans le duo Scorsese-De Niro. C'est vrai que les deux, ils sont pas toujours très fins. Hein, dans Casino aussi, De Niro, parfois il fait un peu des mimiques, il cabotine un petit peu avec talent. Et, euh, et c'est vrai que notamment De Niro dans ce film, à part cette scène-là, je trouve que il en fait. J'ai trouvé également qu'il en faisait un peu trop. Il n'a pas du tout la sobriété de Mitchum, qui avait peut-être pas fait l'acteur studio, mais qui était un acteur buriné, qui était naturellement menaçant. Et ensuite, De Niro, il a des qualités aussi parce qu'il a fait un travail surtout notamment physique, hein, il a fait de la musculation, il s'est fait exprès raboter les dents par un dentiste véreux pour les besoins du film pour avoir une dentition bizarre. Et donc, juste après le tournage, il a dû dépenser de l'argent et passer pas mal de temps pour se ravoir la dentition. Donc, c'est quand même une grande prestation de Niro, mais cette prestation, elle est un temps liée à une volonté de surenchère. Moi, je suis pas fou du final d'action que je trouve un peu interminable, un peu trop long.
Et puis, c'est vrai qu'il y a certaines invraisemblances, hein. En effet, De Niro qui se déguise, De Niro qui se cache sous le châssis de la voiture pendant tout le trajet pendant lequel la famille se rend vers la péniche. Donc, il y a des qualités et des défauts, on va dire. Alors moi, je suis à peu près d'accord avec ce que tu dis, hein. Mais je trouve que, ouais, par rapport à De Niro, oui, il est quand même reconnu dans le milieu pour être un acteur qui est prêt à changer son physique pour ressembler au rôle qu'il doit jouer. Et c'est vrai que dans le film, il le fait très très bien. Et il a même réussi à, je veux dire, même son corps et on va dire avec les tatouages qu'il a dessus, je veux dire, ça montre quand même quelque chose d'assez agressif quand on le voit, quoi. Sans forcément, à travers ses avant-bras, quand on voit les tatouages, quand on voit le torse, le dos. À mon avis, ça a été fait pour faire peur déjà à l'image. À mon avis, c'était réfléchi comme ça, quoi. Et si je me trompe, bah tant pis. Et par rapport au film, je trouve, comme tu l'as dit, Tov Tov et Shalao, moi je trouve que, ouais, je trouve que même le final, je trouve qu'il en fait trop. Je trouve qu'il y a un côté très généreux du film qui est bien, mais je trouve que des fois c'est trop. Ils auraient pu vraiment, sur certaines scènes, raccourcir des choses. On sent que la tension est là, on continue, on continue. Allez, allez, elle va venir la scène finale. Et non, on attend un peu. Et puis par rapport au rôle féminin, et ben la fille, par exemple, qui est jouée par Juliette Lewis, et puis Jessica Lange, sont quand même, elles avaient quelque chose à apporter quand même, au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, du jeu, quoi. Et ben n'empêche, moi je trouve c'est bien, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Dans la façon des rôles féminins, je trouve qu'ils sont pas forcément si développés que ça, quoi. Surtout qu'il y avait matière. En plus, je trouve que l'idée était très bonne. Et c'est aussi là-dessus, je voulais revenir à un des points faibles du film. Je trouve que le film, malgré qu'il essaye des choses différentes, mis à part le final, bah, je trouve que c'est quand même, je trouve que Scorsese, il manque quand même d'originalité par rapport au film original. Je pense qu'il a mis beaucoup d'originalité à travers bah, ces plans qu'il n'a pas vus dans le film original, comme tu l'as très bien dit, Tov Tov, tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. Et là, par exemple, il aurait pu le faire là avec les deux rôles féminins qui étaient peut-être un peu plus intéressants et qui auraient pu apporter un plus au film. Et ben malheureusement, ça n'a pas été fait, quoi. Bah, pour les rôles féminins, je rajouterais même que il y a des rôles beaucoup plus importants qui ont plus d'épaisseur que dans l'original, mais cette épaisseur, elle est au prix de certains trucs un peu particuliers. C'est-à-dire que il y a la maîtresse de Nick Nolte qui se comporte un peu comme une coconne, hein, qui se fait draguer par Caddy dans un bar, qui le ramène chez lui et qui en subit les conséquences. La femme qui est une femme forte, certes, parce qu'apparemment elle travaille dans la publicité, mais qui est quand même assez névrosée. Il y a la fille qui est, voilà, dans la période adolescente, découverte de la sexualité et puis un peu la rébellion avec les parents. C'est-à-dire que jusqu'à très tard dans le film, même quand De Niro arrive sur le bateau, la gamine sait très bien qu'il a tué la femme de ménage, l'enquêteur, son chien, et elle continue à lui dire: «Ouais, j'ai quand même lu le bouquin Sexus que tu m'as donné». Je me suis dit, il y a un côté malsain, c'est pas, mais je veux dire, voilà, ça fait partie, ouais, je sais pas, Scorsese, il a pris tous les potards, il s'est dit: «Voilà, alors non, bah, l'avocat, il va être beaucoup plus sombre que dans le premier. OK. Par contre, ça a un pleutre, du début à la fin, hein, c'est-à-dire que même à la fin, de toute façon, c'est même pas lui qui tue De Niro. C'est, un deus, ex machina, hein, qui fait, que la partie du bateau, dérive, et puis, voilà, mais je veux dire Nick Nolte, alors c'est pas qu'il est pas sympathique, c'est que non seulement il est antipathique, pleutre. Ça, je pense que Scorsese avait envie de se faire plaisir par rapport à la version, originale. Après, quand je disais troll, attention, hein, j'aime beaucoup, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de second degré aussi là-dedans, à tel point que quand, Robert Mitchum fait son apparition, dans le film, en tant qu'enquêteur, il me semble, quand il regarde De Niro, retirer sa chemise, donc qui est aussi, une reprise d'une scène qu'il y avait dans le premier, il le regarde et puis il dit: «Bah, il faut le regarder, le gars, ou il faut le lire?» Parce qu'il y a des tatouages partout. Donc avec la tête de Robert Mitchum, donc peut-être aussi, c'était une petite pointe d'humour en disant, voilà, «Bon les gars, vous y allez fort quand même». La petite apparition de Gregory Peck aussi, en tant qu'avocat de Max Cady, qui a priori, d'après ce que j'ai compris, est sa dernière apparition au cinéma.
Non, non, c'est un gros film troll. Moi, j'ai bien aimé. Après, j'avoue que c'est un film dont Scorsese parle extrêmement peu depuis et même De Niro. Donc je pense qu'ils ont conscience peut-être d'être allés, un chouïa loin dans le surjeu, dans le côté malsain parce que malgré tout, ouais, vous l'avez dit, hein, la scène avec Juliette Lewis c'est ce qui m'avait le plus marqué dans le film et ça, je pense que honnêtement, en 2021, c'est un truc qui serait plus possible maintenant, hein. Et pour finir sur le film, je rajouterais quand même, c'était quand même sympa d'avoir appelé Gregory Peck et puis Robert Mitchum. Encore une fois, moi, j'aimerais quand même mettre l'accent sur le fait que Scorsese a fait un film quand même plus ambitieux que l'original, que je trouve quand même meilleur que l'original pour certaines qualités, mais le film, il a un peu, en effet, les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que Scorsese, il a vraiment fait des ajouts importants, mais ces ajouts, ils sont pas très fins, ou alors il est allé trop loin. Par exemple, Scorsese, il a voulu vraiment mettre une famille dysfonctionnelle dans le trio familial, ce qui est très différent de la famille américaine modèle de l'original. Donc c'est un peu plus intéressant, mais il aurait pu faire quelque chose de plus fin, notamment avec l'adolescente qui est Juliette Lewis, qui est fascinée par le tueur. Et puis d'ailleurs, elle se spécialisera ensuite dans des films un peu violents comme Tueur né. Et puis sinon, je trouve que il y a quelque chose de nouveau que Scorsese a ajouté, c'est le fait que De Niro, le méchant psychopathe, se prend pour Dieu. Il y a au moins une scène notamment où après une bagarre contre des mecs que Nick Nolte lui avait envoyé pour le tabasser, De Niro fait un long monologue où il se prend pour le Dieu courroucé de l'Ancien Testament. Il dit qu'il est Dieu revenu sur terre. Et alors, il le dit clairement dans cette scène. Et il y a aussi tous ces tatouages qui sont des passages de la Bible. Donc, donc le personnage de Niro, il a une dimension symbolique supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans l'original. Donc, mais en même temps, ça aurait pu être fait de manière un peu plus subtile. Donc voilà, mais voilà, je trouve que c'est un film plus ambitieux, plus violent que l'original. Hein. La scène du viol de la collègue est assez marquante, mais alors c'est aussi ambitieux, comme je l'avais déjà dit, je trouve pour l'évolution de la psychologie, voilà, de Nick Nolte, qui a une mauvaise conscience et qui va devoir vivre avec ça. Mais oui, c'est vrai que je trouve ça mieux que l'original, en gros, mais c'est pas mon Scorsese préféré, hein, pour un grand cinéaste, quoi. Au niveau des acteurs, je trouve que c'est excellent, au-delà de Niro. Bon, De Niro, il fait un hold-up sur le film, ça c'est une certitude, mais Nick Nolte, on n'a pas l'habitude de le voir dans des rôles, un peu de pleutre comme ça, surtout vu, la carrure du bonhomme. D'ailleurs, j'ai lu que pour le film, il lui avait demandé de perdre du poids parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un contraste avec De Niro qui a fait un énorme travail physique comme à chaque fois. Mais ça, j'ai envie de dire, tout à l'heure, j'ai dit, Robert fucking Mitchum, là, je peux dire, Robert fucking, De Niro, hein. Comme à son habitude, il a préparé le rôle vraiment avec sérieux. Voilà, c'est juste les potards qui ont un peu dépassé le niveau du 10. Mais moi, je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu à l'époque. Et je vous dis, entre deux, en voyant des Hitchcock, des De Palma, il y a des manières de faire ce genre de choses de façon un peu plus fine. Mais ouais, non, Scorsese, il en a mis partout au niveau de la réalisation, comme à chaque fois, c'est grandiose. Là, peut-être même encore plus, parce que je pense qu'il voulait faire vraiment le truc qui pète de partout, au niveau de la réalisation. Et puis, oui, la scène de fin qui est pour moi quand même beaucoup trop longue. Je pense que dans le film, il y a facile 20 minutes de trop. Ouais. Bon, voilà, la grosse différence avec le premier, c'est que dans celui-là, on suppose que De Niro meurt, parce qu'on le voit couler, mais on ne voit pas son cadavre. Et puis, à la fin, alors là, il y a plus de doute, quoi. Vu comment il est brûlé et puis avant de tomber dans l'eau, quand il récite des phrases, à l'envers, on comprend bien que c'est un démon, quoi. C'est quasiment démoniaque. Donc, il a voulu faire, une espèce de film d'horreur, en poussant tous les potards, au maximum. Mais, voilà, ça reste, un très bon film. Les 2 sont des très bons films. Après voilà, il passe, au fil de nos discussions après 2 chefs-d'œuvre donc forcément, je veux dire Le Salaire de la peur et Sorcerer, c'est à 10 coudées au-dessus, hein, donc et pour l'un et pour l'autre, c'est en plus des films plus anciens. Le Salaire de la peur, de mémoire, je crois que c'était 58? Même 53, je crois. Hein. 53? Ouais.
Voilà, en termes de tension, de poussée d'adrénaline, je Ouais, Ouais, c'est sûr. c'est un peu mieux que Les Nerfs à vif, Mmh. l'original et puis, bah, Sorcerer, bon, voilà un remake qui apporte sans surenchère mais en faisant, voilà, à sa sauce. Là, j'ai l'impression que Scorsese a pris le film original et il a poussé tous les potards à fond. Ça reste bon, mais c'est ni mon Scorsese préféré, ni mon De Niro, préféré. Là, c'était à la période où, bah, comme tu disais Shallow, les 2 étaient un petit peu, en roue libre et avaient du mal à se brider, l'un l'autre. Mais c'est jouissif, hein, de voir, De Niro comme ça parce que il y a vraiment des scènes où il est, effrayant et en plus, voilà, on n'a pas cité l'apparition d'un acteur que vous aimez bien et que, j'apprends à resituer et à découvrir, à apprécier, c'est Jodon Baker. Ah ouais, j'aime bien, oui. C'est quand même aussi marrant leur confrontation parce que lui qui a dans les années 70 joué les rôles de brute, là, tombe sur son maître avec De Niro. Enfin son maître, 1 m 70 quoi, quelque chose comme ça, hein, mais on les voit jamais l'un à côté de l'autre parce que bon, voilà, il y a une différence de gabarit. Après voilà, non, un mode troll complet, voilà. Oui, le petit séjour en dessous de la voiture, faudra quand même qu'on m'explique, mais ouais, au milieu de tout ça et puis très, très, très longtemps des même pour les rores le même pour les rôles féminins des choses un petit peu malsaines malgré tout, quoi. Parce que la gamine, je vous dis, elle continue très, très longtemps à être un peu entre 2 eaux, avec De Niro, ce qui est pour moi quand même assez incompréhensible et puis sa femme aussi qui propose de se donner, pour pas qu'il prenne la fille alors que c'est complètement il suffit d'y réfléchir 2 secondes quand on est une espèce de fou comme ça en face de soi, on peut pas dire: «Non, non et je vais me donner, il prendra pas ma fille». Non, non, je pense qu'il prendra tout ce qu'il veut. Donc c'est quand même, ouais, c'est assez bizarre. Alors bon, peut-être que ça dit aussi des choses sur, Scorsese, hein, comme tu disais par rapport à la religion, parce que la religion malgré tout, elle est du côté du mal, hein, quelque part là, hein. bah, la vengeance, la vengeance totale, quoi. Un dieu vengeur, hein, tu peux voir ça comme ça dans le film. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Mais bon après comme je vous dis, bah, sauf erreur de ma part, si je me trompe, bah, vous me le direz, hein, mais c'est pas un film qui est, beaucoup mis en avant, ni par Scorsese ni par De Niro. Je pense qu'ils ont conscience, d'être allés peut-être un chouïa loin là. Mais de ce que je sais, c'est pas le Scorsese qui est le plus cité ou parlé, que ça soit par les gens qui aiment le cinéma, que ça soit même des spécialistes. Ouais, c'est J'ai pas sûr. l'impression que ça Ouais. soit le plus cité en tout cas, malgré ses qualités et ses défauts. J'ai l'impression que Scorsese quand il rend hommage au cinéma par le biais du cinéma, parfois ça ne fonctionne pas ou pas comme ça devrait. Comme là dans Les Nerfs à vif où je pense à Hugo Cabret aussi qui est, à la base, pour son admiration, par rapport à Méliès, qui est pas très réussi non plus, je trouve, Ouais, j'avais pas trop accroché non plus, hein. par contre, voilà, Scorsese, immense réalisateur dans ses films scorsésiens, il est très, très bon. C'est un cinéphile, passionnant et passionné, qui a fait beaucoup d'émissions sur le cinéma, qui a un amour, vraiment du cinéma, à qui on doit aussi des choses, que je chéris, hein, comme la restauration, de Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, qui est très attaché, au patrimoine cinématographique, un immense réalisateur, voilà. Ah oui, oui, il y a quand même certaines qualités, c'est quand même l'un des assez rares remakes, qui sont pour moi nettement meilleurs que l'original et alors que l'original était déjà plutôt bon, hein. Parce que si on prend un original, médiocre, c'est plus facile de faire un remake. Mais non, c'est pas complètement ça, non, ça reste un film très intéressant malgré tout. Et moi, j'aimerais un peu parler, un peu comparer les 2 films, parce que bon, c'est un peu le but. Alors moi déjà à la base, moi j'aime bien les 2 films, je fais pas de classement. Je reconnais la supériorité du film de Scorsese, tout en admettant les qualités du film original. Alors moi déjà, il y a des choses qu'on peut voir les différences, c'est déjà le traitement de la fille dans l'original et le film de Scorsese. Dans l'original, la fille, elle a peur de Robert Mitchum, mais elle en a peur, elle flippe sa race. Et que dans le film de Scorsese, c'est complètement différent. Elle est complètement hypnotisée, amoureuse, voire séduite par De Niro. Donc je trouve que ça, par contre, c'est une très bonne chose dans l'idée. Il y a aussi le rôle de l'avocat entre Nick Nolte et puis Gregory Peck. Gregory Peck, il est antipathique, il est calculateur,
Il est même assez bon en stratégie, parce que si je m'en rappelle, en fait, il fait appel donc à un détective pour aussi mener la vie dure à Robert Mitchum. Et il fait appel à la fin dans la scène finale, là où on voit dans les marécages. Et c'est même pas un bateau. Si, il y a un bateau, mais ils sont à côté aussi d'une maison abandonnée, je crois, dans les marécages. Et ils font appel à un flic aussi. Donc on va dire qu'il y a quand même un avocat qui est quand même assez sûr de lui et qui est prêt à tout pour l'éliminer. Et d'un côté, tu as Nick Nolte qui est vraiment le dernier des derniers, quoi. Il a tout foiré, et il foire sa vie, il foire sa relation en tant que mari, père. Et puis, il a même pas le courage. En fait, c'est un pleutre, hein, comme tu as dit. Ça, j'avais trouvé ça quand même plutôt intéressant. La femme j'en ai parlé tout à l'heure, la femme de l'avocat dans le remake est quand même vachement plus proche. Je trouve que ça rapporte aussi un plus au film quand même. Ce côté, on est proche, on va affronter la difficulté, c'est intéressant. Bon, après, ça reste quand même assez peu développé dans le film. Les deux finales aussi des films sont quand même assez différents. Donc on va dire, c'est un côté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, exagérément iconique, et on va dire, tu as l'impression de voir le Ben-Hur, non pas Ben-Hur, merde, comment il s'appelle, Charlton Heston dans les 10 commandements, sur un bateau en train de combattre De Niro, quoi, j'en sais rien, par rapport au final de la version de 62, où c'est vachement bien mené, la tension est là, il y a l'espèce de, on va dire, on sent que De Niro, pardon, j'ai confondu les deux, que Mitchum, il a préparé son coup, malgré qu'il y a des pièges qui sont menés à lui, et qui s'en sort vraiment, et le final est quand même, moi je trouve assez bien réalisé, assez bien fait. Mais c'est deux approches complètement différentes. Tu as un final plus, on va dire, je dirais pas plus soft, mais plus classique, que par contre Scorsese, on sent qu'il a mis les poteurs à fond, quoi. Et il y a un truc qui était intéressant aussi, c'est le corps dans ces deux films que j'ai retenu. Le corps de Mitchum et de Niro. Parce que dans un moment, Mitchum, on le voit, son corps. Quand je crois, il va au commissariat, là, il change sa chemise. Et on sent que le corps est très important par rapport à son acte. Je sais pas, je pense que Scorsese a peut-être rajouté un truc en plus avec De Niro. Ils se sont dit, on va rajouter peut-être le côté, un corps comme, je sais pas, comme un corps maléfique, je sais pas. Mais en tout cas, les traitements sont différents, mais je vois les rapports. Et moi, par contre, Scorsese, pour moi, il a fait le film le plus violent et le plus extrême et ambigu des deux, quoi. Ça, c'est clair. Non, encore une fois, je trouve que le remake est très différent de l'original, mais moins différent, par exemple, que Sorcerer ne l'était par rapport au Salaire de la peur. Et donc le remake, c'est bien, il est un peu mieux que l'original, en ajoutant des choses, et malgré des défauts, je trouve un peu mieux que l'original. J'aime bien les deux films, quoi. Les deux films sont bons. De toute façon, de deux films aussi différents et aussi éloignés en temps, qui font des clins d'œil à Tonton Alfred, entre guillemets, moi ça ne peut pas me déplaire. Voilà, il suffit simplement de regarder, voilà, avec un peu de second degré, la version de Scorsese, mais non, des très bons films. Je vais rajouter un truc que j'ai oublié de parler, et je trouve qu'il est quand même intéressant dans les deux films, parce que c'était traité de la même façon. C'est comment Robert Mitchum et De Niro, ils arrivent, parce qu'ils ont appris la loi, je crois, en prison, les textes de loi par rapport à la justice, et ils s'en servent très bien dans le film, pour un peu retourner. Je pense que c'est un peu aussi une critique par rapport à ça. C'est-à-dire que la justice, malgré ce qu'on peut penser, elle a des faiblesses, et que si on est suffisamment intelligent et qu'on sait bien la regarder, malgré qu'on soit un psychopathe, c'est le psychopathe, ou l'autre il se prend pour le diable, je sais pas comment on peut l'appeler, et on peut toujours s'en sortir, et c'est très intéressant de voir ça. C'est-à-dire que même des gens qui sont très dangereux, malgré qu'ils font des peines de prison, quand ils ressortent, ça peut même se retourner contre des avocats, tu vois. Moi, j'avais trouvé ça plutôt bon, quoi. Dans l'idée, en tout cas. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, merci à vous deux pour la discussion. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi. Puis on se prendra une bière la prochaine, ok? Ah bah, pas de souci. Bon, allez, à bientôt les gars. À très Ciao. bientôt. Allez, ciao.